de ce documentaire. Vous me disiez tout à l'heure qu'il avait pris plus de 10 ans. Et donc c'était véritablement un voyage au long cours qui permet aussi de suivre l'évolution à la fois de l'état intérieur de Samar Yazbek et aussi de la situation et de la manière dont elle réagit et dont aussi vous avez probablement réagi aussi. Oui, effectivement, il faut le dire, enfin, j'ai rencontré Samar Yazbek pour la première fois dans un texte. Et je crois que cette rencontre-là était vraiment fondamentale. J'ai lu par hasard un texte qu'elle avait écrit pendant la révolution syrienne à ses débuts. Et j'étais totalement fascinée. J'étais scotchée par ce texte. Je me suis dit, qui peut écrire comme ça ? Et bon, Samar Yazbek, j'ai commencé un peu à suivre ses écrits, à un peu rechercher qui elle était. Et puis après, en 2012, je l'ai rencontrée en personne à Paris chez des amis communs. Et on a commencé à se voir régulièrement, chaque fois que je venais à Paris. À ce moment-là, j'étais en tournée avec Saad, donc je voyageais beaucoup. Et on a comme ça échangé sur quelques mois, enfin régulièrement. Et après, en 2013, au Liban, il y a eu une biennale d'art contemporain, en mai 2013 plus précisément. Et comme la situation en Syrie, enfin, on était tous enfin, scotchés par ce qui se passait en Syrie, on était tous très enfin, pris par ce qui se passait là-bas. La commissaire de cette expo voulait commencer la biennale avec une parole syrienne. Donc je lui ai proposé Samar et elle m'a envoyé à Paris pour faire un petit entretien avec elle d'une demi-heure qui était très, en fait, limité, c'est-à-dire 30 minutes, minuscule budget, avec des questions qu'elle m'a envoyées. C'est-à-dire je devais poser les questions qu'elle voulait lui poser. Donc on a commencé ce premier entretien, mais après je lui ai dit, moi j'ai envie de te poser des questions en tant que réalisatrice libanaise vivant au Liban à une écrivaine syrienne en exil. Donc on a refait une séance de filmer comme ça. Après elle m'a dit, mais moi j'ai envie de poser aussi des questions en tant que Syrienne, etc. Donc ça a commencé comme ça, parce que je crois que ce que peu de gens savent, c'est-à-dire, enfin en tout cas pour moi, la rencontre, c'est-à-dire il y avait tellement de questions, parce que la Syrie est très proche, mais aussi elle est mal connue par les Libanais. Je trouve qu'on ne savait pas l'intimité de la vie des Syriens en Syrie. C'est-à-dire, donc, par exemple, juste pour dire, après, on a entrepris de faire ce projet et on a commencé à se voir très régulièrement pour faire des entretiens filmiques comme ça. Après, je vous raconte comment notre projet s'est fracassé, mais ce que je voulais juste dire, c'est que par exemple, des premières questions que je lui ai posées et qui montre aussi l'amplitude du manque de connaissance intime de la réalité de la Syrie quand on est au Liban et inversement. Je lui ai dit, comment vous avez vécu l'occupation syrienne du Liban par l'armée d'Assad? Et elle me dit, mais nous aussi, on était occupés. Et à ce moment-là, ça m'a totalement ouvert les yeux sur leur vécu par rapport à notre conception de comment eux, ils vivaient les choses, etc. Donc c'était tout un monde, tout un univers, toute une expérience de vie, une intelligence qui s'ouvrait à moi. Et donc on avait beaucoup de choses à se dire. Et donc, pendant jusqu'en 2015, on a eu des entretiens très, très intenses comme ça. Et après, bien sûr, la guerre, la grande histoire est rentrée dans notre projet. On voulait accompagner la révolution syrienne d'une manière comme ça, un peu, pas distanciée, mais chaque fois que quelque chose se passait, on parlait de ça dans nos entretiens. Et après, la révolution qui est devenue une guerre est devenue tellement violente est tellement monstrueuse que le projet a été totalement chamboulé. Samar était totalement prise par ses activités elle a fondé une association qui aidait les femmes syriennes à avoir des micro-projets économiques. Enfin, elle était totalement impliquée dans la question syrienne. Et du coup, elle ne pouvait aussi plus parler parce que la littérature, pour elle, n'arrivait pas à la hauteur de la tragédie. Donc, nos
conversations se sont arrêtées. Et donc moi, je tenais quand même, je ne voulais pas lâcher ce film, et donc j'ai commencé à la filmer dans ces différents entretiens, dans ces rencontres avec des organisations non gouvernementales, ou la Commission européenne, ou dans ses tournées par rapport à ses livres, ou son action par rapport à la Syrie, etc. Mais on a interrompu nos tête-à-tête d'une certaine manière. Donc le film, du coup, n'était plus chronologique. J'avais comme ça des éléments très, très hétérogènes comme matériaux filmiques. Et après, quand elle a repu écrire de la fiction, on a repris nos entretiens. Et le dernier entretien, donc le premier 2013, et le dernier c'était en 2019, juste à la veille du Covid. J'ai filmé avec elle, son livre 19 femmes venait de sortir en France, en français. On a fait une tournée dans les librairies dans le Nord, etc. Et je suis partie, il y a eu le confinement, et moi j'ai profité du confinement pour monter le film pendant 9 mois. Voilà. Du coup, comment ce rapport particulier, cette temporalité élastique finalement, comment l'avez-vous travaillé et réintégré dans le film, justement, si vous n'avez pas privilégié forcément une approche chronologique Exactement. En fait, le problème, c'est qu'il y avait énormément de matériaux, c'est-à-dire l'ensemble des entretiens faisait plus de 500 pages. J'ai tout transcrit. J'avais aussi accumulé beaucoup d'archives. J'avais toutes ces aussi, Samar, je la suivais, dans ses différentes interventions publiques et dans ses voyages, etc. Donc le matériau était très hétérogène, et je me suis posé la question. J'ai réalisé en fait en regardant tout le matériau que la ligne directrice, c'est quoi le travail d'un écrivain en exil qui est obligé de parler dans une langue avec tout le temps un intermédiaire entre elle et le public, entre elle et la personne qui pose les questions, et en retour aussi retraduire la réponse, etc. Donc comment la langue se transforme quand on est un écrivain en exil, ça c'est d'une part. Et la deuxième chose, c'est répondre à cette question qu'elle se pose au début du film. Est-ce que la littérature arrive à être à la hauteur de la catastrophe, et donc me l'approprier en disant, est-ce que le cinéma le peut? Que faire dans ce cas-là? C'est-à-dire dans cette incapacité à... si on témoigne, si on arrête de témoigner, qu'est-ce qui se passe? Comment faire avec le désastre? C'est-à-dire, c'est une question qu'on se pose avec ce qui se passe aussi aujourd'hui, bien sûr, en Palestine. C'est terrible parce que c'est une grande question philosophique, une question aussi cinématographique, littéraire, esthétique et éthique. Donc c'est une question très profonde, et il fallait trouver une manière de faire une proposition. Ce film est un essai, c'est une proposition d'une manière de donner une réponse possible à cette question. C'est ce que justement j'allais demander de manière un peu provocative. À quoi sert le film? Est-ce que, comme il est indiqué dans le documentaire, c'est de faire témoigner, c'est pour être un témoignage du témoin? À un moment, Samar vous reproche de la mettre en dehors d'elle-même. Est-ce que c'est pour pousser encore plus loin et faire sortir finalement de l'écrivain ce qui n'est pas sorti par d'autres moyens, notamment par l'écriture? Comment vous... Voilà. Quel est le rôle de ce film? Quel est le rôle justement du cinéma? Vous parliez de témoignage, vous avez aussi un rapport à l'archive sur lequel je reviendrai tout de suite. C'est un film en tout cas qui, d'un point de vue critique, a marqué, j'espère, avec le prix donc de la Villa Médicis, du Festival du film de la Villa Médicis, qui était sa première projection en septembre 2022. J'espère que c'est un film qui peut-être permettra aussi de retoucher un certain public qui avait peut-être été éloigné, ou qui, comme tout le monde, avait besoin de piqûres de rappel. Mais qu'est-ce que... avec un an de recul... Je ne sais pas, je crois que c'est au public de savoir si ce film... c'est pas à moi de dire. Moi, j'ai essayé de réfléchir à la question en utilisant des images, des sons, des mots, le témoignage de Samar et tout ce passé, tous ces 10 ans de matériaux et tout le travail qu'on a fait ensemble pour réfléchir à la question. Et c'est ça ma proposition. Maintenant, est-ce que ça
résonne, c'est pas à moi de le dire, mais ce qui était intéressant, en tout cas, c'était très important. J'ai pensé, c'est-à-dire, je voulais pas seulement, je voulais vraiment la première idée, en fait. Voilà, en commençant le montage, j'avais une idée. J'ai dit, la première image, je veux qu'on voit la beauté de la langue arabe écrite en grand sur un écran. C'est ça ça m'a beaucoup travaillé. Et je voulais vraiment mettre le spectateur par rapport à la langue avec des expériences différentes, c'est-à-dire voir la langue comme une image, une très belle écriture, une belle image aussi en grand, et enfin sortir de ce stigmatisme de la langue arabe, beaucoup en Occident, et la montrer dans sa beauté en grand, entendre une écrivaine parler de son travail, entendre un texte littéraire et une écrivaine parler de son travail. Donc, tout le temps mettre le spectateur dans un rapport, comme ça, jouer avec ces trois postures, et le spectateur peut regarder cette langue, peut l'entendre dans sa beauté littéraire et peut écouter quelqu'un intelligemment en parler. Donc, c'est ça, en fait, le principe, disons. Mais aussi, quand j'ai commencé à monter, la musique que j'ai utilisée, et c'est une musique expérimentale de pionnières qui ont beaucoup travaillé sur la musique digitale à ses débuts. Donc ils avaient encore des instruments, mais qu'ils utilisaient aussi avec des ordinateurs. Et cette sonorité-là, qui était entre le digital et l'analogue, m'a semblé très appropriée, parce que moi aussi, comme mon film utilise une variété de textures, d'images, etc., du digital, de YouTube, des archives, des compositions autres, je pensais que ça collait très bien. Et j'ai utilisé aussi le son, c'est-à-dire des fois la musique vient comme ça soutenir la parole, comme ça veut dire, j'ai vraiment travaillé ici, on ne sent pas parce que le son est en 5.1, ça tourne comme ça, et donc des fois il vient de loin, il s'approche, le son soutient les paroles de littéraires, etc. Il y a tout un travail aussi sonore sur comment on écoute et comment la musique vient soutenir un texte ou pas, et presque des fois on entend, il faut un peu tendre l'oreille pour l'entendre. Enfin, tout ça c'est fait d'une manière très intentionnelle. Donc il y avait aussi ce jeu, disons, spatial avec la parole et la musique. Donc ça c'était un autre élément, à part le fait que positionner le spectateur par rapport à la littérature, à la langue, à l'écriture, et à l'écriture arabe en tant qu'image aussi. Donc il y avait beaucoup d'éléments en jeu qui, pour moi, participaient de cette réflexion sur comment faire pour que la littérature, pour que le cinéma ait un sens. Voilà. Et après, comme l'autre chose aussi qui m'a... que j'ai saisi, c'est quand ça m'a dit... Elle utilise, elle crée des images avec ses mots. Et c'est ça qui était très, très, très frappant quand j'ai découvert son écriture, c'est qu'elle écrit avec une langue arabe cristalline, c'est-à-dire très sharp, très, très, très... cristalline, et en même temps, ces mots sont relativement simples, mais la construction est toujours très complexe. Et c'est extrêmement visuel. J'ai toujours l'impression de voir un film quand je lis ces textes. Et quand elle dit qu'elle fabrique des images et qu'elle colorie, même si c'est d'écrire la vie dans toute sa noirceur, qu'elle colorie la vie, je me suis dit que peut-être l'étalonnage, c'est un des éléments aussi qui peut apporter une sorte de compréhension à ce qui se passe dans la tête d'une écrivaine quand elle écrit. C'est-à-dire, oui, il fallait être un peu dans sa tête pour reproduire son rapport à la littérature. C'est ça un peu la démarche. D'où le travail justement sur l'image, sur les couleurs, sur l'étalonnage dont vous parliez. Et c'est vrai qu'il y a une véritable gageure à mettre à l'écran par la vue et le son des mots et des lettres. Et c'est ce que vous avez fait avec parfois même plusieurs niveaux. On se demande même parfois s'il s'agit des textes de Samar, s'il s'agit parfois de vos propres commentaires. On est comme s'il y avait vraiment plusieurs dimensions et qu'on pénétrait au fur et à mesure des différents choix esthétiques que vous avez faits pour mettre en valeur ces textes.
c'est toujours les textes de Samar. Et j'avais envie vraiment qu'on soit dans un rapport très riche avec le texte. C'est-à-dire, des fois, il est lent, on le lit, des fois, il est un peu rapide, des fois, un peu plus, une attention un peu plus soutenue. Tout ça, des fois, l'arabe est très... il y a beaucoup de jeux avec cette visuel et sonore, avec enfin, tous ces éléments-là. Je voulais vraiment que le spectateur expérimente toute cette, disons, cette palette par rapport à cette image.